Ta question, c'est est-ce qu'il y a une dégradation du niveau à cause de la multiplication des missions effectuées par le Rafale Marine? Excellente question. J'ai été sauvagement attaqué par ce virage caché par les arbustes qui m'a défoncé la voiture. Petit souvenir de ma visite à Marseille. Ha. Alors voilà, je suis à Marseille aujourd'hui, invité par le CIRFA Marine de Marseille. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait ma vidéo sur les cursus, ça a été repris sur la page Facebook, on est rentré en contact et ils m'ont proposé de venir rencontrer 3 jeunes futurs pilotes, j'espère, qui partent en mouvement, comme on dit, vers l'enveloppe poulmique, vers les sélections en vol ce dimanche. Donc je passe les voir, on va échanger un petit peu, répondre à leurs questions, je vais vous en faire profiter et les voir signer leurs documents officiels de mise en route. Allez, bah il n'y a plus qu'à, je vais remettre mon masque et c'est parti. Pas de pitié, pas de plan pour les indépendants. Appel en cours. Alors là, je suis avec un spécialiste du recrutement au CIRFA de Marseille. Alors, maître, enchanté. Enchanté. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes retrouvé dans la marine. Alors, retrouver dans la marine, c'était déjà un rêve d'enfant pour moi à l'origine. Alors, pas forcément de spécialité aéronautique, mais plutôt dans la restauration. Je suis rentré, j'avais 18 ans et je voulais toujours faire de la restauration sur les bateaux. Depuis que j'étais tout petit, c'était mon grand rêve. 21 ans d'embarquement sur divers bateaux et réussi à se rencontrer tous les deux il y a quelques années sur le porte-avions lorsque je m'occupais de la restauration au carré officier sur le Charles de Gaulle. Alors ça, c'est très important, parce que dans certaines vidéos, je vous ai dit, s'il n'y avait pas de croissant, nous, on ne pouvait pas aller faire la guerre. Alors c'était une blague, hein, c'était dans la version anglaise, sur l'appontage. Plus sérieusement, lors des missions, notamment des missions de combat, on a une restauration particulière, et notamment, moi j'étais grand fan, c'était les œufs brouillés. Je prenais toujours des œufs brouillés avant d'aller au combat. Et spécificité en temps de guerre, on a des œufs brouillés. Le matin au petit-déj, c'est parfait. Exactement. Avec les œufs brouillés, vous pouvez partir pour 7-8 heures dans l'avion, il y a aucun souci. Mais donc la plus grosse motivation pour l'appontage, c'était pouvoir se poser, venir voir ton visage et pouvoir commander à manger après une journée difficile dans l'avion. Du coup, maintenant, tu es en poste à Marseille. Voilà, maintenant, j'ai changé d'orientation professionnelle. Je suis passé conseiller en recrutement pour terminer un peu ma carrière au sein des forces armées. Après, j'aurai presque 27 ans de service quand je quitterai. Donc, grosse carrière. Ah ouais, belle carrière, 27 ans. Et du coup, combien de métiers différents pendant ta carrière? Ah là, j'ai travaillé en cuisine, en tant que maître d'hôtel, en tant que commis au vivre. J'ai fait un petit peu d'assistant de foyer et maintenant conseiller en recrutement. Et ben voilà, comme quoi, hein, on sait pourquoi on s'engage, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Ta question, c'est autour du quotidien pendant la sélection en vol. Donc à quoi ça ressemble, parce qu'effectivement, ça dure quand même plusieurs mois. Ça va être assez aléatoire, ça va être par différentes phases. Au début, tu vas avoir une formation militaire de base. Donc on va t'apprendre à marcher au pas. Je pense que tu as vu dans les reportages qu'il y en a certains pour qui c'est plus dur que pour d'autres. C'est pas si facile que ça, hein. Et tu vas découvrir à quel point ton cerveau peut devenir petit. En parallèle, on va te donner 2-3 bases de principes de pilotage. Comment fonctionne l'avion, comment manier le Cap 10 et tout ce qui est les règles de l'espace aérien en presqu'île. Sur la presqu'île de Crozon. Et pour la petite histoire, vous avez de la chance de voler en presqu'île de Crozon parce que c'est une zone interdite. C'est une zone prohibited. À mon époque, c'était la PAPA 112, P112. Donc il n'y a que les aéronefs d'État avec une mission spécifique qui ont le droit d'y aller. À tel point que même les Rafales, on a besoin d'une autorisation spéciale pour rentrer dans cette zone à cause de la présence de tout ce qui est sous-marin nucléaire, lanceur d'engins et armement nucléaire. Donc pour venir à ta question, il va falloir comprendre un petit peu tout ça. Donc on va te donner l'information militaire de base au début, qui elle est en gros en heure ouvrable. Petite formation incendie, secours, tous ces trucs classiques. Et après, ça va être les checklists. Donc mise en œuvre de l'avion, comment est-ce que tu vas pouvoir faire les checklists et comment est-ce que tu vas pouvoir piloter l'avion. On va t'apprendre comment faire une boucle. C'est pas une boucle voltige aérienne, c'est une boucle marine nationale. C'est pas tout à fait la même forme. Une boucle marine nationale 50S, dans mes souvenirs, c'était pas la belle boucle de voltige de championnat du monde. C'était plus une sorte d'obélix comme ça, enfin c'est une forme différente. Et ce qu'on te demande, c'est de faire exactement ce qui est marqué dans le bouquin et de recréer ça. Donc tu vas préparer ta connaissance de l'avion, qui est toujours à parfaire, donc les checklists mises en route, tous ces trucs-là. Tu vas préparer ta visualisation de ton vol. Demain, je fais un vol de tour de piste, donc je vais devoir faire ma checklist des décollages, je vais y aller, je vais faire mon tour de piste en suivant tel repère. Si le vent vient de la gauche, eh bien, je vais mettre mon nez un peu plus par là, et tu vas réfléchir, séquencer, te dire... Si par exemple on me dit que je suis trop bas sur le plan, qu'est-ce que ça veut dire, comment je le vois, c'est quoi les repères visuels, comment je le corrige, l'arrondi, quelle cadence est-ce que je vais mettre,
Je me rappelle que c'est à peu près comme ça, tu vois, et tu vas pouvoir préparer ton cerveau en fait à l'effort. C'est vraiment ça l'idée. Et donc le soir, tu as pas mal de temps libre, il faut appeler un chat un chat. Une fois que tu as atteint le niveau de connaissance initiale requis, là tu vas avoir le temps de stresser, mais surtout de te reposer et de visualiser. Et au final, entre l'heure du repas, les heures de sommeil dont tu as besoin, parce que je sais pas vous, mais moi, jusqu'à mes 23 ans, j'étais un gros dormeur. J'ai vraiment vu l'avant après 23 ans. J'étais vraiment un gros dormeur, donc vous allez pas mal dormir, c'est important. Et puis après, il y a un peu de sport pour le plaisir ou la récupération. Vous allez faire beaucoup de sport au quotidien. Je ne peux pas vous dire quand ni à quelle échelle, parce que ça dépend des vols. Ça dépend s'il fait beau, pas beau. Vous êtes une promo d'été, ça risque de bien voler. Une promo d'hiver, c'est sport. Et après, une fois que tu as mis ton vol, un peu de sport, tu as les cours d'anglais. On rajoute un peu de cours d'anglais. Donc ta vie, c'est préparation de vol, sport, cours d'anglais et stress. Alors la méthode de travail, c'est vous allez fonctionner en promotion. Donc c'est important d'avoir ce qu'on appelle de la cohésion. À partir de là, ce qui fonctionne très bien, c'est vous ouvrez un cahier de promotion, un cahier de lessons learned. Donc dans ce cahier-là, vous allez pouvoir marquer chacun des vols, chacune des missions et chacun des instructeurs même. Et comme ça, chaque personne qui vole avec quelqu'un, il y a le débriefing qui vient verticalement de la 50S pour une personne, un individu particulier. Mais cet individu particulier va faire sa vision et va débriefer la promo. J'ai fait tour de piste 1 avec telle personne, voilà les erreurs que j'ai commises, voilà ce que j'ai appris, voilà ce qu'on m'a dit derrière. On fait tous les mêmes erreurs. Donc si vous arrivez à réussir à vous débriefer, à prendre le recul nécessaire sur vos soucis et tout et communiquer avec les autres, vous allez vous dire « Ah mais ça aide les autres niveau classement plutôt que moi ». Oui et non, parce que le coup d'après, c'est vous qui serez derrière, qui allez profiter des infos de votre camarade, et les instructeurs, ils vont se rendre compte qu'il y a une vraie cohésion au niveau de l'unité, et ça peut vous aider. Ça peut vous aider pourquoi? Ça peut vous aider la 50S peut-être à dire, là on a des super mecs, on a besoin de plus place chasse. On a des super mecs, c'est sur eux qu'il faut investir pour le full US par exemple. Donc il faut toujours donner le maximum parce que tu ne sais pas ce qui se passe derrière, tu ne sais pas la conjoncture. Donc si vous arrivez et que vous êtes tous excellentissimes, vous rentrez à 14, vous êtes 14 excellents, et ben il y aura 14 retenus. C'est aussi simple que ça. On a besoin de personnel, on avait besoin, on a toujours besoin. Donc l'idée c'est ça, c'est débriefing vertical vers vous, et là vous ne gardez pas pour vous, ça repart en horizontal et ça partage. Et pour ça, un bouquin, c'est très bien. Et vous, le soir, comme ça, vous pourrez en discuter. C'est comme les mouvements d'air autour d'un orage. Tu vois, c'est ça. Je ne sais pas si vous aurez des cours de météo. À votre place, en Select en vol, avec toutes les infos que tu as sur YouTube, j'ai regardé des cours de météo, ce genre de choses, voire des cours d'ATPL. Une fois, je dis bien une fois, que toute la phase de connaissance initiale de base est parfaitement, j'insiste là-dessus, maîtrisée. Ensuite, ce n'est pas parce que tu as fait ta piqûre initiale que ça va te tenir les 3-4 mois. Il va falloir régulièrement te refaire des piqûres, de refaire les injections, rouvrir les bouquins de base pour te rallier à la norme. En fait, tu as une certaine norme qui est voulue par la boutique, on te forme, et après, il faut que tu arrives à rentrer dans le moule. Et après, derrière, naturellement, avec les semaines, tu vas avoir tendance à t'écarter un peu. Non, refresher. Et ce refresher-là, il ne faut pas hésiter à te le faire toi-même. La visualisation, ça marche très bien. Donc tu fais ce qu'on appelle du chair flying. Tu t'assois sur ta chaise, tu fermes les yeux et tu imagines tout ce qui se passe et tu prépares ton cerveau à l'action. Et comme ça, quand tu es dans l'avion, avec un cerveau qui fait à peu près la taille de mon ongle, parce que tu es stressé, parce qu'il fait chaud, parce que même si c'est en Bretagne et qu'il ne fait pas forcément chaud, parce que tu es fatigué par ta séance de sport du matin, toutes ces choses-là, et ben là, tu reviens à vraiment ce que tu as réussi à imprimer dans ton cerveau avec toute la visualisation en amont, et ça va te permettre d'être meilleur. Alors là, c'est le grand moment tant attendu. Ils vont bientôt faire quoi, maître? Qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à faire? Ils vont rallier l'école de l'UIP 50S pour faire leur présélection en vol. C'est 3 jeunes gens qui ont été admis du CIRFA de Marseille. Là, ils ont fini la présélection. Ils vont donc rentrer en sélection en vol et ils prennent le train du coup dimanche. Ils partent dimanche pour direction de la Bretagne. Si, ils signent. Si, ils signent. Alors après, il vous reste encore quelques secondes. Quelques secondes pour se décider. 20, 21, 22, c'est l'âge moyen généralement? C'est l'âge moyen, donc en général, ils sont entre 19 et donc 25 ans. Il faut avoir 25 ans maximum à la date de dépôt du dossier au CIRFA. Donc là, j'ai 24 ans et 11 mois. Et par contre, il faut que je prenne rendez-vous avec le CIRFA en ce moment à cause du Covid, parce que je ne peux pas juste me pointer au CIRFA comme ça. C'est ça. En plus, les sélections sont assez longues. Il y a un gros parcours. Partir à l'UIP, la partie test psychotechnique, le CPA qui va se passer après sur Toulon, plus les entretiens de motivation qu'on va faire aussi avant, ça fait des fois entre 9 et 10 mois avant de pouvoir vous envoyer. Là en ce moment, pour pouvoir faire donc EOPAN et faire comme eux, pouvoir signer
signer la mise en route, il va falloir venir au CIRFA, donc faire un premier rendez-vous au CIRFA, et ensuite derrière, donc ils vont vous rencontrer, s'ils viennent à Marseille. C'est ça. Super, ça Alors, va se passer. à Marseille ou dans les forums, dans les permanences, on est sur les salons étudiants, on est un peu partout. On fait des présentations dans les lycées. Et donc là après c'est dépôt de dossier, donc des pièces justificatives à fournir, état civil, niveau d'études, CV, lettre de motivation. Voilà, les bulletins scolaires. Après on regarde pas forcément que les notes, on regarde aussi beaucoup les appréciations. Le comportement est très important aussi. Le comportement de gentleman officier, de marin, marin avant tout. Militaire, parfait. Et une fois qu'ils ont fait ça, maintenant en ce moment la présélection a un peu changé à cause du Covid. La première partie qui se passe à l'EIP va se faire sur Toulon, mais progressivement on reviendra sur... D'accord. Là les tests d'anglais se feront aussi par visioconférence. My Taylor is rich. Voilà. Très bien. Et en termes de promo, on a combien de promotions par an en ce moment ? 3 promotions de 12 par an. Donc 36 places en sélection en vol. D'accord. Ah oui, super. C'est la moyenne ces dernières années, non ? C'est la moyenne des dernières années et cette année on a de la chance, c'est 4 candidats sur une promo 12 qui viennent de Marseille. Ah bien. C'est ça. Bon bah c'est parfait alors. Le meilleur conseil de la part d'un recruteur pour quelqu'un qui voudrait faire Eopan, qui a entre 15 et 20 ans et qui aimerait bien faire Eopan, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, à part regarder la chaîne. À part regarder la chaîne, mais c'est important aussi quand même, parce que ça fait partie de la culture aéronautique qui va permettre de suivre aussi derrière les épreuves, hein, tout ce qui est sélection. C'est une motivation, c'est un projet professionnel, c'est se dire je garde une porte de sortie, une porte de secours au cas où je ne sois pas pris la première fois. Petit avantage, on peut postuler 3 fois pour faire Eopan. Grosse différence avec l'armée de l'air. L'armée de l'air, une seule fois, c'est fini. Donc se donner le parcours, se dire je peux faire encore quelque chose si jamais j'ai un échec. Le débriefing, hein, c'est-à-dire que j'ai un échec. Pourquoi ? On me dit pourquoi, et derrière, je retravaille de manière à pouvoir repartir derrière. À pouvoir, un jour, grimper là-dedans. Alors, ce mécano, je le connais en plus. Je crois bien que je le connais. Et la photo est pas toute jeune parce que on voit un magnifique, superbe étendard sur le pont d'envol. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Excellente question. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une dégradation du niveau à cause de la multiplication des missions effectuées par le Rafale Marine? Le Rafale a pour vocation de remplacer une multitude d'avions spécialisés. Tu avais de l'avion d'interception, de l'avion de combat aérien, tu avais de l'avion de reconnaissance, de l'avion de bombardement, tu avais une multitude de types. On a fusionné tout ça en un seul avion. Bon, on avait une multitude de chefs de patrouille, monomission, ultra spécialisés. Mon père était chef de patrouille à 24 ans, Mirage 3R, il savait faire des photos, hein. Spécialiste de la photo. Après, ils l'ont formé sur Mirage 4A, il savait tirer la bombe nucléaire. Mais il fallait pas lui demander de faire du combat longue distance, il n'en faisait pas, c'était pas son truc. Forcément, ça a eu un impact sur la formation des pilotes et sur le niveau requis. C'est plus juste être super bon dans un domaine, c'est être super bon dans une multitude de domaines. Donc c'est, on va dire, le ticket d'entrée un peu plus haut, même si l'avion t'aide. Et après, quel est le niveau d'entraînement qu'on peut donner? En français, quel est le budget alloué à l'entraînement et quelle est la ressource horaire que tu peux faire? Si tu fais 100 heures de guerre par an, il va te rester une centaine d'heures à côté d'entraînement. Il va falloir, avec 100 heures, tu peux plus ou moins un peu tout faire si tu as été bien formé en amont. Tu vas pouvoir entretenir 1 ou 2 ans comme ça. Après, il va falloir que tu puisses faire 200 heures par an d'entraînement. Chacun a un petit peu dans la marine ses atomes crochus avec une mission particulière, l'anti-surface, le casse, le combat aérien. Et donc, de manière naturelle, quand tu es bon dans quelque chose, puisque tu es bon là-dedans, on va te faire plus de vols comme ça, puisque la plupart de nos vols à terre sont des vols d'instruction pour les jeunes. Et donc, on va mettre un mec bon en RR pour former les jeunes en RR, ce qui va créer un cercle vertueux, entre guillemets, pour ce pilote-là, il va être encore meilleur en RR. Donc après, dans la flottille, même si tout le monde a sur le papier la même qualif, on aura des personnes plutôt RR, plutôt air-mer, plutôt air-sol, et ces charges au leadership d'entreprise, au leadership de la flottille, de dire, là j'ai une mission particulière, il faut être bon en RR, je vais plutôt mettre cette personne-là parce que je sais que c'est son truc. Après, c'est exactement comme le triathlon. Je sais pas si c'était un peu triathlon, mais au début, le triathlon, c'était un sport où des professionnels venaient d'autres sports. Maintenant, on a les premières générations de triathlètes qui sont triathlètes dès le début. Avant, moi je viens du triathlon, mais de la natation, donc il était bon nageur et bon rouleur, mauvais coureur. Maintenant, on a des athlètes qui sont bons dans tout. Pourquoi je te dis ça? Au début du Rafale, tout le monde arrivait d'un autre type d'aéronef, du cruise, du super étendard. Donc tu arrivais avec ce bagage de 800 heures d'air-mer, forcément ça allait jouer sur tes qualités derrière. Maintenant, on forme une nouvelle génération ab initio sur Rafale et ça va commencer un petit peu justement à remettre un peu le curseur et ça sera plus presque du desiderata personnel. Encore une fois, c'est la mission qui décide, donc tu peux difficilement choisir tes missions, mais ça répond à ta question ou... Totalement. Ouais, je viens de demander un petit peu à nos 3 jeunes futurs, j'espère, pilotes de chasse embarqués, quel était un petit peu leur parcours. À chaque fois, c'est études supérieures, séjour
à l'étranger et également du sport assez présent dans leur quotidien et une maturité assez apparente. Donc je pense que voilà, c'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent. Je leur ai demandé s'il y avait des conseils pour vous, si vous voulez postuler également. Et bien c'est autour de la préparation des entretiens, bien préparer les entretiens. Et je pense qu'on en revient toujours au même point, qui est celui de la maturité et de l'aboutissement du projet professionnel. Il n'y a plus qu'à leur souhaiter bon courage. N'hésitez pas à leur dire dans les commentaires que vous pensez fort à eux. Si vous êtes instructeur à la 50S, soyez gentil avec eux. Et si vous êtes la promo d'avant aussi, attention. Alors là, on a quoi? On a le pavillon tous les matins et tous les soirs. Tous les matins, on hisse le pavillon et le soir, on range les couleurs, tout simplement. Bon les gars, bon courage. Faites ça bien. Pas arriver en train jusqu'à Marseille. Donc, rattrapez toutes les vidéos que vous avez en retard sur la chaîne. Ciao.